Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Lorsqu'il s'agit de sommeil, ou plus exactement de troubles du sommeil, la thématique, le sujet du stress revient systématiquement. Et c'est bien normal puisque le stress, en tout cas la réaction du corps qu'on appelle stress, est systématique lorsqu'il s'agit de troubles du sommeil, d'insomnie chronique, et quelle que soit l'origine du stress. Alors, lorsqu'on veut réguler son stress, on a plusieurs leviers. On a justement des leviers physiologiques, des leviers posturaux, on a la respiration, on a l'alimentation, mais on a aussi le fait de venir un petit peu à la racine du regard qu'on va porter sur l'environnement et sur les choses qui nous arrivent. Donc, un petit peu à la racine de nos schémas mentaux qui vont induire du stress. Donc là, on est plus sur un stress mental. Et aujourd'hui, je reçois Colline Lieberman, qui est justement coach certifiée dans la gestion du stress et des troubles qui y sont associés. Et elle va nous expliquer comment justement on peut venir jouer sur ce stress émotionnel, ce stress mental, comment on peut venir détricoter ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau, des choses qui sont parfois engrammées depuis longtemps, depuis l'enfance, et qui peuvent peser sur l'ensemble des aspects de notre vie, et notamment sur la possibilité que notre corps a de s'apaiser et d'aller vers le sommeil. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter l'approche de Colline, son parcours aussi, bien sûr, ce qui l'a mené à cet accompagnement aujourd'hui qu'elle fait auprès des adultes dans la gestion du stress et à cette méthode qu'elle applique et qu'elle développe. Bonne écoute à tous. Bonjour Colline. Bonjour Aurélie. Bienvenue sur Insomnie hors de mon lit, Colline. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Tu es Colline Lieberman. Colline, tu es coach, coach certifié en confiance en soi. Est-ce que je peux dire ça comme ça ? Oui, plutôt gestion du stress. J'aime bien plutôt gestion du stress. Voilà, gestion du stress et de tous ces troubles associés. Ok, super. De toute façon, je vais te laisser bien sûr le micro dans une minute pour que tu puisses te présenter. Ce que je voulais surtout dire là en introduction de ce podcast, c'est que les problèmes d'insomnie, surtout quand ils sont chroniques, ils sont systématiquement associés à du stress, à de l'anxiété, à de l'angoisse, que ce soit le facteur déclencheur des troubles du sommeil, que ce soit malheureusement les conséquences des troubles du sommeil, ou alors que ce soit carrément l'anxiété liée au sommeil. Donc il peut y avoir rien de particulièrement stressant autour dans la vie et pour autant on a peur de dormir. Donc en fait, le stress et l'insomnie, quelle que soit la façon dont on le relie, c'est toujours, presque toujours là. Il y a toujours un lien très fort. Et dans la volonté de sortir des troubles du sommeil, c'est important de se poser la question de comment je fais pour gérer mes émotions, pour gérer mon stress, pour gérer parfois cette frénésie intérieure qu'on ressent, les difficultés qu'on peut avoir aussi à relationner avec son environnement quand c'est trop pour soi et que en fait n'importe quel contact avec l'environnement génère du stress et qu'on n'arrive plus à gérer tout ça. Alors oui, moi sur le podcast, je parle beaucoup de la physiologie, des mécanismes du sommeil, de ce qui se passe dans notre corps. Il faut que le corps puisse dormir pour dormir. Mais bien sûr qu'il y a cette dimension mentale, cette dimension de gestion des émotions, cette dimension psychologique à prendre en compte. Et justement avec toi, Colline, aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. Et toi, tu es bien placée pour savoir qu'il y a une évolution possible, qu'il y a tout un chemin vers une meilleure gestion du stress, une meilleure gestion de ses émotions, parce que tu es passée par là. Alors, je vais te laisser te présenter, Colline, présenter ton parcours, ce qui fait que tu t'es formée dans ce domaine-là, et puis on parlera justement de cette formation très spécifique que tu as suivie, de comment ça t'a aidé, et puis aujourd'hui, de ce que toi tu fais, et de comment tu aides aussi les gens à moins stresser. Ok, avec plaisir. En tout cas, juste pour rebondir sur ton introduction, je suis effectivement, moi je rejoins ce constat qu'il y a un lien très fort entre stress et sommeil. Je retrouve chez beaucoup de personnes que j'accompagne et donc qui ressentent une émotion de stress au quotidien, je retrouve beaucoup de troubles du sommeil. Et donc, j'ai l'habitude de dire qu'en fait, c'est une mauvaise gestion du stress en journée qui va être une cause possible d'un mauvais sommeil la nuit. Et donc, quand finalement on a du stress qui s'accumule pendant la journée et qu'il est
non traité, qu'il est non digéré, qu'il est non géré, voire qu'il est résisté. On en parlera peut-être, mais on a cette tendance à un peu repousser notre stress, lutter contre notre stress ou essayer de l'esquiver par des stratégies d'évitement. Ça peut être aller fumer une cigarette, aller boire un café, travailler beaucoup. Donc tout ce stress accumulé qui va être mal traité ou non traité pendant la journée, souvent il nous revient en boomerang le soir quand on est face à face avec notre plafond et ça nous empêche de dormir, ça nous empêche de ressentir le calme propice à l'endormissement. Et c'est en ça que je pense que une des clés pour avoir un meilleur sommeil, pour mieux dormir, ça va être d'apprendre à mieux gérer en fait son stress pendant la journée. Je pense que le sommeil, il se prépare finalement dès la journée. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter et vous partager deux concepts clés un peu de mon approche, puis deux outils aussi à donner aux auditeurs. Et pour revenir un peu sur mon parcours, donc je m'appelle Colline Lieberman, j'ai 37 ans, je suis mariée et je suis maman de 2 enfants. Et dans ma première partie de carrière, j'ai travaillé dans des grands groupes en France et à l'international en tant que responsable marketing. Et pendant cette petite quinzaine d'années, tout se passait bien pour moi, c'est-à-dire que j'évoluais régulièrement, j'avais d'excellentes évaluations, je gagnais bien ma vie. Donc, sur le papier, tout était parfait. Mais intérieurement, je me sentais pas bien, je me sentais très stressée et j'avais l'impression que c'était tout le temps, du matin au soir. Alors, je me culpabilisais, je m'en voulais de ressentir ce stress, je me disais qu'il n'y avait pas de raison, que c'était pas normal. Et puis, j'essayais de me rassurer en me disant que ça allait passer avec le temps, avec l'expérience. Mais en fait, c'est pas du tout passé. Au contraire, c'est plutôt monté crescendo pendant toutes ces années, avec plus de responsabilités au travail, avec l'arrivée d'un premier enfant, d'un deuxième enfant, avec une relation de couple de longue durée avec ses hauts et ses bas. Tout ça faisait que mon niveau de stress, en fait, il redescendait pas. Et donc, comme tu le disais en introduction, je me sentais physiquement mal, avec pas mal de troubles physiques associés au stress et notamment des troubles du sommeil. C'est pour ça que j'avais pu connaître ton podcast. Et aussi, il y avait une autre dimension, c'est que j'essayais de cacher en fait ce stress. Je voulais pas que mes proches, mes amis, mes collègues le voient parce que je pensais que c'était être faible de ressentir du stress. Donc, ça me prenait aussi beaucoup d'énergie à cacher cette émotion de stress. Donc, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était me débarrasser du stress. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses, peut-être comme des personnes qui nous écoutent. Le niveau 0, c'est que j'ai lu beaucoup d'articles sur les 3 remèdes, les 4 astuces, les 5 clés pour réduire le stress. Mais personnellement, ce que je lisais m'agaçait plutôt parce que quand on me disait qu'il fallait que je pense à mes dernières vacances ou que je me visualise dans un endroit paisible, quand je ressentais du stress, quand j'étais à un pic de stress, pour moi, j'avais l'impression que c'était vraiment inutile, c'était pas durable. C'est un peu mettre comme un pansement sur une plaie ouverte, que ça allait pas m'aider sur le long terme. Donc, je continuais de chercher. J'ai testé aussi pas mal d'autres méthodes. J'ai fait le programme de méditation, le MBSR. J'ai pratiqué le yoga. J'ai testé l'hypnose, le MDR, etc. Et même si certaines de ces méthodes m'ont apporté, et certaines je pratique encore, la méditation, le yoga, j'avais l'impression que ça traitait les symptômes de mon stress, mais pas vraiment les causes profondes. Et en fait, j'étais toujours dans cette quête. J'avais besoin de comprendre, j'avais besoin que quelqu'un m'explique pourquoi j'étais stressée, pourquoi je ressentais du stress. Et un jour, j'ai découvert le coaching aux États-Unis. Et pour moi, ça a été la solution, la révélation. J'ai découvert des outils que j'ai mis en pratique. Ça m'a demandé du travail, mais petit à petit, ça a vraiment permis de réduire mon stress. Et donc, aujourd'hui, je ressens parfois du stress, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et je sais comprendre, identifier la cause dans chaque situation et je sais quoi faire pour le gérer. Donc, c'est plus une souffrance pour moi, c'est plus un problème pour moi. Colline, tu parles de coaching. Oui. Coaching, alors en tout cas en francophonie, le terme coaching et même coach, j'ai l'impression aujourd'hui un peu galvaudé. On peut être un peu coach de tout, coach en nutrition ou coach de vie, enfin de coach de plein de trucs. Toi, quand tu parles de coaching, c'était coaching par rapport à quoi du coup? C'est quoi ce coaching? Donc, ce coaching, moi, je me suis fait coacher et après, je me suis formée auprès de l'école de coaching qui s'appelle The Life Coach School. Donc, c'est une école américaine dirigée par Brooke Castillo. Donc, aux États-Unis, c'est un coaching qui est défini comme coaching de vie.
Mais c'est une traduction française qui ne me plaît pas. Je trouve qu'il n'est pas en lien avec moi l'approche que je propose. Donc, c'est plus un coaching, en fait, moi, que j'aime définir comme une approche cognitive, comportementale et émotionnelle. Donc, on va travailler vraiment sur les émotions, sur nos comportements et sur surtout notre façon de penser, notre état d'esprit et voilà, nos schémas de pensée. Quelle différence avec 10 séances de psy qu'on peut prendre, même être prescrit par notre médecin quand justement on est trop stressé dans la vie de tous les jours et qu'on dort mal? Alors, la différence, déjà, je dirais que ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. C'est-à-dire que le coaching, on va vraiment accompagner des personnes qui arrivent à fonctionner, on appelle ça fonctionner dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire arrivent à quand même se lever, aller au travail, avoir des relations avec les autres, etc. Donc, on n'accompagne pas forcément les mêmes personnes que en psychologie. En revanche, moi, ce que je dirais sur mon approche de coaching, parce que comme tu disais, il y en a plein, donc je vais parler de moi, ce qui me concerne. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment d'enseigner des méthodes, d'enseigner des outils concrets qui vont permettre aux personnes que j'accompagne de devenir autonomes dans leur gestion du stress. Donc, c'est pas magique, c'est pas instantané, ça demande un engagement, une pratique d'outils. Il faut consacrer 5-10 minutes par jour. Mais ce qui plaît vraiment aux personnes que j'accompagne, c'est l'approche cognitive justement, et ça leur permet en fait de comprendre pourquoi elles sont stressées dans chaque situation, identifier les causes de leur stress et comprendre comment reprendre un certain contrôle sur leur ressenti émotionnel, parce que souvent on a tendance à se sentir un peu impuissante, à subir notre stress, alors que c'est possible de pouvoir reprendre un certain contrôle et donc changer la façon dont on se sent, la façon dont on agit. Et donc, concrètement, dans les séances, je vais guider mes clients à travers un questionnement précis. Et puis, il y aura des moments d'enseignement de concepts. Et entre chaque session, j'envoie des fiches concepts. Il y a des outils aussi, des exercices d'application et des échanges par mail en fonction des problématiques que rencontrent au jour le jour les personnes que j'accompagne. Donc ça, c'est ce que tu as suivi toi et c'est ce que maintenant tu proposes dans ton activité. Oui. Tu dis que c'est un travail d'envergure, finalement, puisqu'on reprend des choses, j'imagine, qui ne datent pas d'hier, lorsque on vient changer aussi peut-être sa façon de penser, ses postulats de départ sur certaines choses, et puis la façon dont on fonctionne. Tu disais que ça pouvait prendre du temps, que c'était un véritable investissement sur soi-même. Combien de temps, toi, ça t'a pris pour que tu te dises « Ah, ok, là, il y a vraiment des choses qui ont bougé en moi. » Et puis, du coup, pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, au bout de combien de temps tu as senti que ton sommeil, il s'améliorait, que c'était plus facile pour toi de t'apaiser, d'aller vers le sommeil? Alors, j'ai du mal si tu veux, à dire une période vraiment précise, mais parce que vraiment peu à peu et très rapidement, il y a des micro-choses qui bougent dans des situations au quotidien. Mais je dirais que moi, personnellement, au bout de 6 mois, j'avais vraiment une autre façon de penser. Je ressentais beaucoup moins de stress et j'avais des troubles du sommeil qui étaient vraiment très, très rares. Donc pour moi, je me doute que c'est effectivement en fonction de tout à chacun, puis de l'évolution, puis aussi du parcours de chacun, et puis des casseroles qu'on peut avoir, ça je me doute, mais c'était plus pour donner effectivement un ordre d'idée. Est-ce que c'était 3 semaines, est-ce que c'était 3 ans, enfin tu vois, parce que se lancer à corps perdu dans quelque chose, je pense qu'on a tous besoin de se dire ok, bon allez, première échéance, on voit ce qui se passe dans 6 mois ou dans 3 mois. Par rapport à ce que toi tu as ressenti, par rapport à cette méthode-là, et puis tu pourras peut-être nous détailler aussi un petit peu plus. Je crois que tu avais envie vraiment de nous partager des choses très concrètes, qu'on puisse comprendre justement en quoi ça peut se différencier de ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours. Par rapport à cette méthode-là, qu'est-ce qui a fait déjà que tu t'es dit ok, ça c'est fait pour moi et ça va me permettre d'aller plus loin que par exemple la méditation, qui effectivement est un outil, enfin d'ailleurs, tous les outils, tout ce dont je parle sur le podcast, la méditation en fait partie. Ce sont des outils qui accompagnent au quotidien, et je pense qu'il faut une synergie entre plein de choses pour que ça puisse aider. Mais là, toi, tu as l'air de dire que tu as senti que ça te permettrait d'aller plus loin, peut-être plus d'aller travailler à la racine du problème. Qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion pour faire ça et à travers cette formation-là en particulier ?
C'est ce que j'expliquais un petit peu, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il me manquait une pièce au puzzle. J'avais besoin vraiment de comprendre. Je voulais comprendre pourquoi dans telle situation, initialement, je voulais que quelqu'un m'explique pourquoi dans telle situation, je ressentais du stress. Notamment, c'était au travail, dans beaucoup de situations. Moi, c'était professionnel où je ressentais du stress. Et la méditation, pour moi, c'était des temps très séparés en fait du travail. Je pouvais méditer le soir, mais le lendemain, quand j'arrivais au travail, bon, je sentais pas forcément quelque chose que je pouvais activer là quand j'étais au travail. Donc c'est ça qui me manquait en fait, c'est le côté compréhension précise des raisons pour lesquelles je ressentais du stress dans chaque situation, et c'est ce que permet vraiment cette approche de coaching. C'est pour ça que j'ai choisi de faire cette formation-là en particulier. Alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement? Bien En sûr. quoi cette formation-là, elle va plus loin et en quoi, toi, ça t'a permis de comprendre ce qui se passait pour toi dans ta tête, puisque visiblement, tu avais besoin de rationaliser certaines choses mais qui se faisaient sentir d'un point de vue émotionnel, et tu as pu aller à la compréhension de tout ça. Tout à fait. Effectivement, déjà, je pense que ce qui est important, c'est de mieux comprendre le mécanisme émotionnel du stress. Et donc, pour ça, c'est important de comprendre c'est quoi le stress. Et moi, j'aime définir le stress simplement comme étant une émotion qui est accompagnée de réactions physiques de l'ordre de la mise sous tension du corps. Et cette émotion, elle va être activée, elle va être enclenchée dans notre corps en réponse à une menace. Et donc, c'est quoi une menace? Eh bien, en fait, notre cerveau va nous dire qu'il y a menace ou qu'il y a danger quand il perçoit un écart, un déséquilibre entre, d'une part, une situation et, d'autre part, la perception qu'il a des capacités et des ressources dont on dispose pour y faire face. Donc, pour être caricatural, quand il se passe une situation et que notre cerveau nous dit je ne suis pas capable d'y faire face, je ne sais pas faire telle chose, je n'ai pas le temps, qui est une ressource, je n'ai pas le temps de faire telle chose, ou je suis trop ceci ou trop cela pour faire quelque chose, alors on va ressentir une émotion de stress. Et donc, c'est le premier point clé de mon approche, c'est de réaliser en fait que notre stress, il n'est jamais créé directement par des événements extérieurs. Notre stress, il est créé uniquement par tous les jugements, toutes les interprétations que l'on a à propos de ces événements extérieurs. Notre stress, il est créé par toute l'histoire qu'on se raconte, par la perception qu'on a des événements extérieurs. Et donc, on dit souvent à tort, ou on pense souvent à tort, je suis stressée à cause de mon chef, à cause de mon travail, à cause de ma to-do list. En fait, ce n'est jamais le cas. La seule et unique raison pour laquelle on va ressentir une émotion du stress, c'est à cause de tout ce que nous pensons à propos de notre chef, notre travail ou notre to-do list. Et donc, toutes les choses qui se passent en dehors de nous, tous les faits, toutes les circonstances, les événements qui sont en dehors de nous et pour lesquels on n'a pas de contrôle, en fait, à la base, ils sont neutres. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas intrinsèquement joyeux ou stressants. Ils sont neutres jusqu'à ce qu'on ait une pensée à leur propos. Et c'est uniquement la façon dont on va interpréter en fait ces événements extérieurs qui va créer ou pas en nous notre émotion de stress. Et si on les interprète de façon un peu automatique comme étant une menace ou un danger, alors ça crée une émotion de stress en nous. Donc c'est vraiment ça qui pour moi a été clé, c'est de comprendre qu'en fait notre stress il est créé par une pensée à l'intérieur de nous à propos d'un événement et pas par l'événement en tant que tel en direct. Et je peux prendre peut-être un exemple pour illustrer ça. Un exemple que j'ai eu avec un client récemment qui pour lequel sa situation, c'était qu'il devait assister à un comité de pilotage, donc une réunion hebdomadaire qui avait lieu toutes les semaines au même moment avec les mêmes personnes. Et en fait, face à cette réunion, quelques jours avant, en fonction des semaines, parfois il se sentait très stressé, parfois il y avait peut-être de l'énervement, parfois il y avait de l'apaisement, en tout cas il ne sentait pas d'émotions particulièrement négatives. Donc, c'est de prendre conscience, c'était pas la réunion en tant que telle qui créait son stress, sinon il aurait été stressé tout le temps, toutes les semaines, à toutes ces réunions. Et de prendre conscience que c'était pas la réalité de l'événement de la réunion en tant que telle qui créait son stress, parce que
il était stressé parfois quelques jours avant, donc c'était pas vraiment la réalité de la réunion qui créait son stress, c'était bien tout ce qui se racontait, toute l'histoire qui se racontait à propos de cette réunion. Et lui, notamment, une des pensées clés qu'il avait à ce propos-là, c'était dire « je dois dire quelque chose d'intelligent ». Donc le fait qu'il ait cette pensée « je dois dire quelque chose d'intelligent à propos de cette réunion », eh bien, c'était ça qui générait en lui, qui créait en lui son émotion de stress. Et donc, alors, en quoi ça importe de faire cette distinction, de se dire oui, c'est pas la réunion en tant que telle, c'est une pensée qu'on a. Ben, en fait, c'est vraiment clé de comprendre que ce sont nos pensées qui créent nos émotions parce que ça nous redonne tout notre pouvoir, en fait. C'est une excellente nouvelle. Parce qu'autant on n'a pas forcément la main ou le contrôle pour changer nos circonstances. Cette personne ne pouvait pas choisir les personnes qui avaient la réunion, choisir l'horaire, choisir les sujets, etc. Donc, il n'avait pas la main là-dessus. En revanche, on peut avoir un certain contrôle sur nos pensées, puisque ce sont nous qui les créons. Et elles peuvent être, en fait, elles sont même optionnelles. C'est-à-dire qu'on choisit de penser certaines pensées, mais on pourrait consciemment, volontairement, choisir de guider notre cerveau et de superviser notre cerveau pour aller penser autre chose qui nous soit plus utile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre. Et parce qu'on a Ça répond aussi à l'interrogation que beaucoup de personnes ont, à savoir, mais pourquoi moi, je suis comme ça vis-à-vis de telle ou telle chose? Pourquoi il y a tel événement ce week-end, tout le monde est très enthousiaste, et pourquoi moi, je stresse? C'est-à-dire que je suis pas normale, en fait. Il y a quelque chose qui va pas chez moi, alors que tout le monde a l'air de prendre les choses très, très bien. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas l'événement en tant que tel. C'est l'histoire qu'on se raconte à propos de cet événement-là. C'est ça. Et, je comprends tout à fait que ça fasse une réelle différence. Et effectivement, quand tu dis je comprends pas les autres, eux, ils ne ressentent pas ça. Déjà, on pense souvent que tous les autres humains sur Terre sont totalement heureux et qu'il n'y a que nous qui avons un gros problème. Mais en fait, on passe tous aussi notre vie à un peu cacher, comme je disais à l'introduction. Moi, j'essayais de cacher mon stress. Donc, les gens pourraient se dire, mais Colline, ça va très bien, etc. Mais non, on ressent tous des émotions négatives. Par contre, c'est vrai que certains de nous avons plus tendance à avoir des pensées automatiques qui sont des schémas de pensée qu'on a un peu intégrés depuis petit et qu'on s'est trimballé, on va dire, qui sont plus à même de créer justement une émotion de stress. Est-ce que, Colline, tu vois, toi, une réelle différence entre stress et anxiété? Comment tu définirais ça? Alors, moi, je dirais que, effectivement, je suis pas du tout sur le côté scientifique. Pour moi, l'anxiété, c'est plus quelque chose déjà qui va être très récurrent et qui va être beaucoup porté sur des sujets d'anticipation de problèmes qui, pour le moment, n'existent pas forcément. Donc, pour moi, l'anxiété, ça va être plus quand la personne va imaginer dans sa tête beaucoup de scénarios qui pourraient avoir lieu, alors que aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a pas forcément lieu. Alors, toi, tu définis le stress, du coup, comme quelque chose qui est en train de se passer et l'anxiété dans le futur. Alors, en train de se passer, oui, effectivement, je ressens une émotion de stress et c'est souvent pour un événement, en tout cas les pensées qu'on a à propos d'un événement qui va se passer pour sûr, etc. Et pour moi, l'anxiété, c'est plus quand on est lors du scénario imaginé de ce qui pourrait se passer, et souvent du scénario du pire. D'accord, ok, c'est intéressant. Moi, je ne le définis pas comme ça, mais ok, c'est super intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Par rapport à cette idée d'anticipation, est-ce que tu connais les travaux de Guillaume Mathias? Non, ça ne me dit rien. Non, qui justement met en lumière le fait que notre cerveau, c'est un super outil d'anticipation et qu'en fait, lui, il anticipe absolument tout ce qui va se passer. Et c'est justement cette différence parfois entre ce que lui, il a anticipé et ce qui se passe vraiment qui va générer en nous beaucoup de réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Tu vois, par exemple, le fait si on sait que le four a chauffé, quand on va mettre notre main contre le four, c'est l'anticipation qui va être chaud parce qu'on sait qu'il a chauffé, qui nous fait réagir et enlever la main. Disons que ça arrive avant le fait de ressentir la chaleur et de l'enlever. Et dans les processus de gestion du stress, selon son approche à lui, mais il y a ce travail-là à faire, en fait, de raisonner un petit peu les projections qu'on peut se faire. Et j'ai l'impression que ça colle beaucoup à ce que toi, ce que tu nous dis, à ce que tu nous exprimes là aujourd'hui. Tout à fait. C'est vraiment
quand je dis donc effectivement que ce sont les pensées à propos d'un événement, que ce soit en train de se passer ou à venir, qui vont créer nos pensées. Et l'idée, c'est vraiment de savoir les identifier, ces pensées-là. Et c'est pas évident. Et c'est pour ça que je voudrais vous proposer après un outil pour vous initier au fait d'identifier ces pensées. Et c'est une fois qu'on les a identifiées qu'on va pouvoir un peu prendre du recul et effectivement peut-être parfois se dire, mais oui, ce scénario-là, il est quand même très peu probable, il y a peu de chances qu'il se passe. Donc, c'est d'essayer après, peu à peu, de s'en distancer, de prendre du recul par rapport à cette pensée. Et donc, que ça crée effectivement, que ça génère moins de stress parce qu'on se dit, oui, c'est quand même peu probable que ce scénario-là en particulier, il puisse se passer. Et quand on s'inquiète d'un scénario qui va se passer, comme là, par exemple, ton client avec sa réunion, il sait que ça va arriver, il sait qu'il va se retrouver dans cette situation-là. Oui. Les outils sont les mêmes? Donc, l'outil, une fois qu'on a réussi à identifier, donc la première étape, c'est vraiment d'identifier. Donc, une fois qu'on a identifié que une des causes de son stress, c'est cette pensée qui est « je dois dire quelque chose d'intelligent », c'est là où on va pouvoir commencer à travailler sur cette pensée. Et donc, l'idée, c'est d'être accompagné, d'être guidé par le questionnement donc, du coach pour pouvoir peu à peu prendre du recul sur cette pensée, d'intégrer le fait que c'est pas un fait, c'est simplement une phrase dans sa tête qu'il a choisi de penser pour vrai, mais qu'il y a aussi une part de faux dans cette pensée. Et peu à peu être capable, avec un jeu de questionnement, de considérer ou de percevoir d'autres interprétations possibles, un angle nouveau, on va dire, de cette même situation qui est la réunion. Et l'idée, c'est vraiment un process pour passer d'une pensée très négative, en tout cas qui nous fait nous sentir mal, qui nous fait nous sentir stressés, qui est « je dois dire quelque chose d'intelligent », à une pensée un peu moins négative, puis neutre, puis positive. Et par exemple, avec ce client en particulier, on a travaillé des pensées du type même si mon idée n'est pas validée, ça ne veut pas dire que c'est pas intelligent. Il a aussi lui-même pu identifier quelque chose qu'il croyait, qui était que chaque idée permet d'avancer. Et que c'était finalement lui qui décidait si ce qu'il disait était intelligent ou pas. Donc, vous voyez, essayer d'avancer peu à peu vers des pensées, ce qu'on appelle des pensées alternatives, que la personne, qui sont vraiment très customisées, hein, c'est la personne qui va elle-même finalement les formuler, et qu'elle pense aussi vrai. Elle pense aussi vrai, chaque idée permet d'avancer, que je dois dire quelque chose d'intelligent. Et peu à peu, elle va raisonner, on va dire, son cerveau, orienter son cerveau vers la pensée qui lui est plus utile, qui lui permet de créer plus, on va dire, de soulagement, même d'entrain dans cette réunion. Et ça va lui permettre d'agir différemment. Quand on est stressé parce qu'on se dit « je dois dire quelque chose d'intelligent », c'est la meilleure façon de ne pas dire quelque chose d'intelligent et de rien dire du tout, peut-être. Alors que quand on va se dire chaque idée permet d'avancer, c'est moi qui décide si ce que je dis est intelligent ou pas, on va se sentir beaucoup plus ouvert et beaucoup plus à même de partager, en fait. Et j'imagine que dans la relation même au sommeil, il y a quelque chose du même ordre du coup qui se passe quand on se dit « je dois dormir ». Il faut que je dorme parce que justement demain il faut ci, il faut ça. Puis c'est vrai qu'on peut rappeler aussi qu'on vit malgré tout dans une, c'est notre réalité, hein, mais dans des sociétés où il y a énormément d'injonctions et tout ce qu'on se dit, ce sont souvent beaucoup d'injonctions. Je dois, il faut, nous devons, il faut absolument que, je dois réussir à. C'est vrai que notre cerveau, je pense, a été un petit peu amené à fonctionner comme ça depuis l'enfance. Et là, souvent, la relation qu'on a avec notre sommeil, elle est aussi de cet ordre-là. Il faut que, c'est vraiment une injonction de je dois, c'est comme une réussite. Il faut réussir à dormir. Est-ce que là, du coup, avec ce type d'outil, on arrive à prendre de la distance pour une personne là qui démarrait, qui dit mais en fait moi mon plus gros problème justement c'est le sommeil. J'ai pas l'impression d'être trop stressée dans la vie de tous les jours, mais par contre je suis très stressée de mon sommeil quand arrive le soir. Il va pouvoir utiliser ces mêmes outils. Tout à fait. Donc effectivement déjà, la première étape c'est d'identifier qu'est-ce qui se dit à propos du fait de dormir ou de ne pas dormir. Et donc quand il identifie des pensées de type je dois dormir, il faut que je m'endorme maintenant ou à telle heure, etc. Ça, tu as tout à fait raison, c'est vraiment ce type de pensée, les je dois, il faut que, qui vont créer de la pression en nous. Et en fait, cette pression, elle va être contre-productive pour créer un sentiment de calme et de repos. Et donc, plutôt que je dois dormir, l'idée, ça va être de pouvoir questionner cette pensée et de pouvoir peu à peu peut-être accéder et intégrer d'autres pensées qu'on croit aussi vraies. Et j'avais justement essayé de travailler un petit peu sur des types de pensées qui pouvaient peut-être être intéressantes pour des personnes à pratiquer, à voir si
si ça leur parle, si elles résonnent en elles, ou une des pensées plutôt de dire je dois dormir, on peut se dire que mon cerveau pense que je dois rester en éveil, en alerte, en éveil pour résoudre des problèmes, mais je sais que c'est mieux pour moi de me reposer. Parce que souvent, inconsciemment, en fait, notre cerveau, il fait pas ça pour nous embêter, de nous laisser dans une rumination. Il pense vraiment que c'est important pour nous de rester en éveil pour résoudre un problème. Alors que si on apporte de la conscience à ça, on sait bien que quand on est dans notre lit, et souvent d'ailleurs nos problèmes, ils sont pas à résoudre immédiatement. On a tout à fait la possibilité de s'en occuper dès le lendemain à 8 heures du matin. Donc d'essayer de prendre de la distance aussi quand on voit que notre cerveau il est en train de ruminer sur des problèmes. On se dit je dois dormir, mais en même temps on est en train de penser à des scénarios possibles qui pourraient arriver. On peut tout à fait se dire que je choisis de ne pas résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Parce que souvent, on est beaucoup en train de ruminer, de réfléchir et de se faire des scénarios catastrophes. Et donc, d'essayer d'apporter de la conscience et de se dire que je ne peux pas ou je ne choisis de ne pas résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Est-ce que ça te parle le terme de procrastination au sommeil? Bien sûr. Ouais, alors procrastination, oui, au sommeil, je ne sais pas, mais... Alors oui, là en l'occurrence, c'est vraiment par rapport au sommeil, le fait qu'on ait du mal le soir à couper la lumière, à aller se coucher à l'heure à laquelle on devrait, et que du coup il y a des répercussions qui peuvent être très négatives sur le sommeil déjà parce que et d'une on se couche trop tard, et de deux souvent il y a beaucoup d'écrans parce qu'on a procrastiné ce temps et que ce temps on l'a passé devant les écrans, donc physiologiquement parlant, le corps il a des difficultés à aller vers le sommeil. Et en plus de ça, comme on sait que la plage de sommeil elle est restreinte parce qu'on s'est couché trop tard, et bien, il y a cette angoisse du réveil en fait qui arrive, qui est plus importante. Et cette procrastination au sommeil, ça me faisait penser à ça quand tu évoquais tout à l'heure le fait de quand on ne gère pas correctement ses émotions en journée. Comme un boomerang le soir. Ça me faisait penser à ce terme de procrastination au sommeil. C'est comme ça a été défini comme un syndrome, en fait, en 2014. Il y a toute une étude qui a été faite là-dessus, en disant qu'en gros, les gens qui ne sont pas assez dans l'action et dans la résolution de problèmes en journée, ils vont se retrouver dans une grosse procrastination au sommeil le soir, avec le cercle vicieux qu'on connaît et que je viens de détailler ici. Et puis, comme on est très fatigué le lendemain, en fait, on a tendance encore plus à procrastiner. Et du coup, des émotions, elle devient ingérable parce qu'on se retrouve avec beaucoup trop de choses à faire, et puis le soir, etc. Ça, j'imagine que c'est aussi, ça fait partie des cercles vicieux que toi, tu viens rompre avec tout ce travail-là. Tout à fait. Effectivement, le fait de procrastiner, donc à la fois, on a envie d'aller dormir, mais on le fait pas. Ça vient vraiment d'une émotion, et je pense que ça peut être une émotion aussi liée à la peur. On a peur d'éteindre la lumière ou d'aller se coucher parce que on se dit que, et justement c'est intéressant de pouvoir identifier qu'est-ce qu'on se dit. Et donc ça je vous parlerai du coup d'un outil après pour identifier ces pensées, mais ça peut être des pensées de type je sais encore que je vais pas réussir à m'endormir, ça va pas être immédiat, peut-être que finalement c'est mieux pour moi que je reste longtemps éveillée, comme ça je serai vraiment fatiguée quand j'éteindrai la lumière. Ça peut être ce type de raisonnement mais qui sont en fait contre-productifs. Donc l'idée ça va être deux choses, d'identifier un peu ces pensées pour pouvoir encore une fois les questionner en disant mais est-ce que vraiment c'est plus productif pour moi d'éteindre la lumière le plus tard possible ou de créer peut-être un rituel. C'est chacun après qui peut décider pour lui. Et l'autre axe que je vois, c'est vraiment de pouvoir être plus en lien avec notre corps, plus en lien avec ce qu'on ressent dans notre corps. Et ça, c'est un autre outil dont je vous parlerai, qui est l'accueil de nos émotions. Parce que la procrastination au sommeil, qu'est-ce qu'on fait à aller se coucher? Qu'est-ce qu'on fait au lieu d'aller se coucher? On va faire des actions. On va pas juste rester dans notre lit, en fait. On va aller regarder les écrans, on va regarder la télé, étendre la machine. On va faire des actions. Mais en fait, ça, c'est une façon un peu d'essayer de pas être seul à seul aussi avec notre ressenti du corps, parce qu'on peut justement se prendre, comme je disais, en boomerang, tout ce stress dans notre corps et on n'a pas envie de le ressentir. On n'a pas envie de se retrouver tout seul, sans bruit, dans notre lit, face à face avec notre oreiller. Et donc, justement, on va se trouver des stratégies encore d'évitement. On va préférer aller vider le lave-vaisselle plutôt que d'éteindre la lumière. Est-ce que tu veux justement nous en parler de ces fameuses stratégies d'éviction où finalement on ne veut pas faire face, accepter
qu'on ressent du stress. Alors moi, j'ai souvent l'habitude de dire que si on ne ressent pas de stress et qu'on ne ressent aucune émotion, c'est parce qu'on est un robot. Donc si on se parle aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas des robots, justement. Et l'idée de ressentir zéro stress, c'est comme si on ressentait zéro émotion. Ce serait pas très sain, finalement. Donc c'est pas trop le fait de ressentir du stress qui pose problème, c'est plus ce qu'on fait de tout ça. Exactement. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Et qu'est-ce que tu voulais nous dire par rapport au fait d'accueillir et de ne pas être trop dans le je repousse qui demande beaucoup d'énergie? Oui, je suis tout à fait en phase. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est pas le stress en tant que tel, c'est pas l'émotion de stress qui est nocive en soi. Ce qui est nocif, c'est la façon dont on réagit, dont on agit sous l'emprise du stress, quand on est stressé. Parce que qu'est-ce qu'on fait de façon automatique quand notre cerveau pense qu'il y a une menace et qu'on ressent du stress en nous? En fait, on fait que mettre en place des stratégies un peu ancestrales euh, qui sont les 3 stratégies de se battre, fuir ou s'immobiliser. Et c'est historique, hein, et face au mammouth, on voit bien à quoi ça pouvait ressembler de se battre, fuir, courir très vite ou s'immobiliser. Mais en fait, en 2022, eh ben, on utilise encore ces mêmes stratégies, ces mêmes réactions. Donc, si je prends, alors, pas le mammouth, mais l'exemple de, je sais pas, un dossier, on a un dossier à rendre et on se dit, je n'y arriverai jamais, j'ai pas assez de temps et on ressent du stress. Eh bien, se battre, ça va ressembler à, par exemple, commencer à être agressif, à être tendu, à aller pester et râler auprès de nos collègues, à peut-être aussi être un peu brut avec notre famille, avec notre conjoint. Fuir quand on a un dossier à rendre et qu'on ressent du stress, ça va faire vite les choses, ne pas réussir à se concentrer, à se poser, être un peu brouillon, désordonné. Quand on voit une personne qui est visiblement stressée, très agitée, c'est souvent ce qu'on appelle fuir en fait. Et puis il y a une troisième réaction qui est s'immobiliser. Et ça, dans le cadre d'un dossier à rendre et on ressent du stress, ça va être complètement ankylosé, scotché, pas être capable de réfléchir, je ne sais pas si tu Ou as faire déjà autre chose? ressenti ça. Ou faire Pardon? autre chose? Est-ce que ça peut se manifester par justement, je sais que je dois à tout prix faire ça, je fais autre chose et ça génère un stress chez moi parce que je sais que je ne devrais pas faire ce que je fais, mais Oui, je devrais me pencher sur mon dossier? oui, complètement. Ça peut être tout à fait procrastiner, aller et fuir. C'est aussi un peu ça. Souvent, quand on est agité, c'est parce qu'on va aller faire 3 autres tâches en même temps. Et donc, on ne se concentre pas sur notre sujet. Et donc, on voit bien qu'effectivement, historiquement, dans l'évolution de notre espèce, ça a été très utile de faire ça, de se battre, de fuir, de s'immobiliser. Mais par contre, aujourd'hui, en 2022, c'est plus si utile que ça. Parce que nos situations, c'est plus des questions de vie ou de mort. Donc, on n'a plus vraiment concrètement besoin de vraiment se battre, vraiment fuir ou vraiment s'immobiliser. Et pourtant, notre cerveau et notre corps, ils ne le savent pas forcément. Ils font pas la différence entre un mammouth et un embouteillage. Pour eux, c'est le même niveau. Et donc, notre corps va sécréter les mêmes hormones qu'il y a des milliers d'années, c'est-à-dire de l'adrénaline, du cortisol, qui va avoir le même effet sur notre corps, c'est-à-dire qu'il va préparer notre corps. Quand je disais que le stress, ça s'accompagnait de réactions physiques de l'ordre de la mise sous tension, c'est ça. Les hormones, elles préparent notre corps à aller nous battre, ou à aller courir vite, ou à s'immobiliser. Et pourtant, on n'en a plus si besoin que ça. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ce sont ces réactions au stress, le fait d'être dans des actions de combat, de fuite et d'immobilisation, de paralysie, même si on n'a pas forcément conscience, mais c'est ces actions-là qui, justement, nous laissent en éveil, nous laissent en alerte et nous empêchent de ressentir du calme et de dormir. Et pour déprogrammer ces réactions qui sont ancestrales, en fait, l'idée, c'est de considérer que le stress, c'est simplement une émotion. Et la façon dont j'aime décrire les émotions, une émotion, ce sont des vibrations dans notre corps. Alors, des vibrations qui sont désagréables, qui sont inconfortables, pénibles, tout ce que vous voudrez, mais qui sont souvent d'ailleurs moins fortes que, je ne sais pas, une rage de dents ou si certains ont déjà accouché. Voilà, c'est désagréable, mais c'est quelque chose de physique qu'on est capable de ressentir. C'est de l'ordre de je ressens une boule dans la gorge, j'ai mon ventre qui se tend, j'ai mes épaules qui se crispent. Donc ce sont tous ces effets physiques, toutes ces vibrations que sont le stress. Et le problème, ce ne sont pas ces vibrations en tant que telles, mais c'est notre réaction à ces vibrations. Et la réaction à ces vibrations, donc ça va être soit d'aller vite courir
comme je disais, donc se combattre, fuir ou s'immuniser, mais ça peut être aussi résister. Dire non, mais je veux pas qu'elles soient là, ces émotions, donc on va essayer de se tendre et faire en sorte, je veux pas être stressée, je veux pas accepter cette réalité de ce qui se passe dans mon corps, donc on va se tendre pour essayer que ça se diffuse pas dans notre corps. Et voilà, moi, ce que j'ai envie de passer comme message, c'est de dire qu'en fait, une émotion, c'est inoffensif, c'est-à-dire que ça peut pas nous tuer, ça peut pas nous blesser, et le stress y compris. Et l'image que j'aime utiliser, c'est de dire, voilà, j'aimerais vous distribuer une petite gélule de stress, et puis vous distribuer une blouse de scientifique et un petit carnet, et puis je vous demanderai de prendre cette gélule de stress qui vous fait ressentir pendant 1 minute les effets physiques de tension du stress. Et je vous demanderai de noter vraiment de façon très scientifique, très rationnelle, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps. Et donc, vous observeriez les effets de l'adrénaline et du cortisol, donc votre rythme cardiaque qui s'accélère, une tension musculaire à tel endroit, etc. Vous remarqueriez que certes, c'est inconfortable, c'est pas agréable, mais que c'est tout à fait vivable. Et donc, ça montre que une émotion peut être en fait juste ressentie, mais sans forcément réagir, sans forcément courir partout pour aller essayer de régler un problème. Et que c'est pas en tant que tel le stress qui doit être éradiqué, parce que c'est pas cette vibration de stress qui pose problème, mais c'est notre réaction, notre résistance à ces vibrations qui fait que ça crée tous nos effets secondaires, que ça perpétue la tension et que ça cause à la fin notre épuisement. Et donc moi, l'autre réaction que je suggère, c'est effectivement cet accueil des émotions. Donc c'est accueillir activement les vibrations de stress, accueillir activement l'émotion de stress. Et alors, quand je présente ça aux personnes que j'accompagne de prime abord, c'est vrai que la première réaction, c'est de dire non, mais moi, je veux pas accueillir cette émotion de stress, je veux juste qu'elle parte. C'est vrai qu'on a tous ce réflexe, on veut dire, quand on pense que c'est très désagréable de ressentir des émotions négatives, on ne veut pas les ressentir. Mais ça équivaut à résister, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que accueillir son émotion, faut pas le voir comme se résigner passivement. Faut le voir simplement comme ne pas lutter contre ce qui est, ne pas lutter contre ce que je ressens là maintenant dans mon corps, qui est que je ressens du stress. Et c'est vrai que c'est très contre-intuitif d'accueillir son émotion, mais quand on accueille quelque chose, quand on accepte quelque chose, eh bien, paradoxalement, finalement, on reprend le contrôle dessus. On lui ouvre sa porte et on reprend un certain contrôle. Donc, concrètement... Ouais, pardon. Excuse-moi, Colline, juste avant que tu termines, est-ce que tu peux nous définir en 2 mots ce que tu appelles justement accueillir? Parce que ça paraît simple, mais je pense que ça vaut le coup de définir ce que c'est que cette notion d'accueil. Tu as parlé aussi d'acceptation. Est-ce que c'est le fait de dire oui, de regarder ce qui se passe? C'est quoi exactement accueillir? Exactement. Donc, il y a un process concret de 3 étapes. Je vous le détaillerai après, mais pour que vous compreniez l'idée générale, c'est tout à fait ça. C'est dire oui à l'émotion. Et on a tendance beaucoup à lui dire non. Mais l'idée, c'est vraiment de l'accepter, de la laisser nous traverser, sans agir, sans lutter, sans se tendre, sans vouloir qu'elle parte. Et sans vouloir qu'elle parte. Ah oui, ça, je pense que c'est vraiment un mot-clé par rapport à ce que tu disais juste avant. Tout à fait. C'est vraiment la laisser être là aussi longtemps qu'elle soit là. Et quand vous faites cet exercice, vous vous rendez compte que finalement, ça reste pas si longtemps que ça. Ça reste longtemps quand on résiste, quand on lutte, quand on veut qu'elle parte. Là, elle persiste parce qu'elle dit « Eh oh, tu m'as pas entendu, je suis là pour toi ». Et c'est vraiment contre-intuitif parce que une émotion, et donc le stress en particulier, mais une émotion en général, c'est là pour nous mettre en motion, pour nous faire agir. Historiquement, le fait que les hommes ressentent des émotions, c'était pour justement, alors par exemple pour le stress, pour aller les faire se battre, fuir, etc. Donc c'est contre-intuitif de ressentir cette émotion, mais de ne rien faire. Mais c'est vraiment ça, le principe clé d'accueillir ces émotions, c'est de juste l'observer. Ça aussi, c'est un mot-clé, de l'observer. Et quand on observe quelque chose, en fait, les études ont montré que vraiment, ça permettait déjà de faire réduire la tension, parce qu'on se détache de l'émotion. On n'est plus une seule personne. Il y a moi qui observe et il y a ce que je ressens dans certaines parties de mon corps. Et ça peut faire peur. C'est vrai que
Moi, au tout début, quand j'ai entendu parler de ce concept, je me disais, bon, c'est sympa sur le papier, mais on a l'impression que si un jour, on s'autorise à ouvrir les vannes et à laisser notre corps se faire traverser par cette émotion de stress, moi, j'avais vraiment peur que ce soit comme s'il y a un monstre qui rentre chez moi et qui s'assoit sur mon salon et qui y reste à vie. J'avais peur que ça ne parte jamais. Et en fait, vraiment, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand on autorise, encore une fois, c'est pas une partie de plaisir, ça veut pas dire que vous ressentez pas de stress. C'est-à-dire que vous ressentez l'émotion, la vibration de stress, mais vous ne réagissez pas. Et c'est que l'observer, vous vous rendez compte que ça dure souvent, enfin, beaucoup moins que 2 minutes. Donc, voilà. Et l'avantage de cette technique, les deux bénéfices, je dirais, c'est que, d'une part, on se rend compte que c'est pas si terrible que ça. Et donc, on a moins peur de ressentir du stress. On stresse moins à l'idée de stresser plus tard. Et la deuxième bénéfice très important, c'est qu'on retrouve vraiment une énergie nouvelle. Parce que résister au stress, ça demande beaucoup d'énergie. Résister ou cacher son stress, ça demande physiquement beaucoup d'énergie. Et toute cette énergie-là, on la passe plus à résister, à lutter, on la passe à faire d'autres projets qui nous tiennent à cœur dans notre vie. Et puis en plus, si je te suis bien, tu disais que ce qui était... l'enjeu, c'était de se dire que c'est pas l'émotion en tant que telle, donc là, par exemple, le stress qui posait problème, mais la façon dont on y réagit. Mais tu disais aussi au début de notre échange que finalement, c'était aussi le pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ce que toi, tu as cherché à comprendre pour toi. Pourquoi on va ressentir ce stress. Donc finalement, c'est à la fois de pas réagir, de pas surréagir à ce qu'on ressent, mais aussi de prendre ce stress, ou en tout cas ces émotions, comme une information. Et peut-être qu'est-ce qui fait que dans cette situation-là, d'un seul coup, je m'emballe et mon cerveau commence à être dans une frénésie presque incontrôlable. Finalement, pourquoi est-ce que je peux pas poser des mots dessus? Parce que du coup, la fois d'après, peut-être que l'émotion qui m'envahira, surtout si je l'accueille et que je l'accepte, elle sera moins forte, moins intense, puis petit à petit, elle sera peut-être plus là, parce que j'aurai compris l'information que mon corps m'envoie à ce moment-là, en fait. Complètement. Moi, j'aime bien voir quand on ressent une émotion de stress, de dire c'est un SMS que m'envoie mon corps. Et donc, c'est à nous d'aller décrypter qu'est-ce qu'il y a dans ce SMS. Et à travers notamment un outil, si tu veux, je peux t'en parler de justement comment identifier les causes de notre stress et donc les pensées qui créent notre stress. Avec plaisir, oui. Donc, cet outil, donc c'est un outil très simple, en 3 étapes, qui vont permettre de pouvoir vraiment identifier, prendre conscience de nos pensées. Et c'est pas évident de prendre conscience de nos pensées parce que on n'est pas habitué à utiliser notre cerveau pour observer notre cerveau. Et souvent aussi, on pense que nos pensées, c'est la vérité vraie. On a toujours cru ça. Et ça t'est déjà peut-être arrivé dans des discussions de dire quelque chose et quelqu'un te dit non, moi je crois pas. Et toi, un peu un choc. Ah bon, mais je croyais que oui, de tout se dire, le monde pensait ça. est-ce qu'on peut, je savais pas qu'on pouvait penser autrement. Oui, c'est exactement. Vrai, c'est vrai ce que et souvent, c'est des lueurs des lueurs de conscience. Et ça nous ouvre tout un pan possible de possibilités, justement, tout un pan de possibles. Et donc, c'est un peu pareil sur nos pensées. Donc, on a du mal à les identifier, à les voir parce que on fait tellement un avec elles, elles sont tellement ancrées qu'on a du mal à en prendre conscience. Donc, c'est encore plus dur de pouvoir les questionner quand déjà on n'en prend pas conscience. Donc, cet outil, c'est justement pour pouvoir les identifier. Ça s'appelle la purge de pensée. Donc, c'est un outil qui prend après 5-10 minutes maximum, que vous pouvez faire en journée plutôt, quand on parlait de mieux gérer ses émotions en journée. Donc, c'est plutôt à faire en journée. Et donc, ça consiste concrètement, la première étape, c'est prendre un papier et un crayon et à pouvoir noter toutes les pensées, toutes les choses qui sont dans votre tête et qui vous viennent, et en mettant une phrase par ligne. Et de continuer vraiment d'essayer de vider son esprit, d'épuiser, ça j'aime bien le mot de purge, d'épuiser son esprit le plus possible et de s'arrêter uniquement quand on a fini de remplir la page. L'idée, c'est ça peut être brouillon. L'idée, c'est de le faire vraiment avec ouverture, de laisser ça être imparfait, c'est pas grave. Pas non plus chercher à écrire que des choses belles ou positives, pas du tout. Non, c'est vraiment écrire ce qui nous passe par la tête et se relancer si on est un peu arrêté à un point mort, se relancer en essayant de se poser la question si on fait cette purge de pensée sur une situation en particulier où on sent qu'on est un petit peu stressé en pensant à quelque chose qui va se passer bientôt, par exemple, et bien d'essayer de penser qu'est-ce que je crains dans cette situation, qu'est-ce qui pourrait se passer,
et se relancer en se disant toujours et pourquoi, et alors, etc., pour essayer d'aller le plus loin possible. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est un travail de dactylo. Mais rien que ça en tant que tel, pardon. Oui, vas-y. Oui, non, par rapport à ce que tu dis à cette première étape, alors je me fais peut-être le porte-parole à tort des gens qui nous écoutent, mais souvent, lorsque les auditrices ou auditeurs m'écrivent, c'est justement un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils auraient, j'ai l'impression, tendance à te dire, mais en fait, Colline, c'est plus que moi, ça s'arrêterait jamais, il me faudrait un carnet, en fait, un cahier complet, parce que mes pensées... justement, c'est un peu mettre stop, ce dont j'ai du mal. Et du coup, ça s'arrête jamais. Et à un moment donné, à quel moment, toi, tu te dis, la purge, là, c'est fini? Est-ce que tu mets un minuteur ou tu te dis, voilà, pendant 3 minutes, je note tout et c'est fini parce que finalement, on s'en sort pas sinon? Ou est-ce que vraiment, il faut aller jusqu'au bout du truc et tant qu'on n'a pas les choses qui reviennent, qu'on a déjà écrites, on y va même si ça nous prend une demi-heure? Alors, moi, j'aurais tendance à penser que c'est une fausse idée de se dire qu'on va écrire tout un carnet si on s'y met. Ah, d'accord. Ce que je rencontre plutôt comme frein, c'est au bout de 3 lignes, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Alors, voilà. Ça me surprend, mais c'est super intéressant. Et donc, c'est vrai qu'on se dit, j'ai plein de choses dans ma tête. Et c'est ça qui est intéressant avec cet outil, c'est, OK, concrètement, c'est quoi? Vas-y, une ligne, une phrase par ligne. Et alors, si ça arrive qu'il y a un cas, et ça arrive parfois que des situations qui sont très... en tout cas, plus l'émotion de stress va être intense, plus on va avoir aussi beaucoup de pensées à leurs propos. Donc, moi, je dirais, de toute façon, ça c'est en fonction des gens, mais ils vont sentir s'ils ont envie de continuer au-delà d'une page ou pas. C'est à eux de sentir si, ils pensent que c'est intéressant pour eux. Mais déjà, je pense que la majorité des gens, en tout cas, moi, je vois dans les personnes que j'accompagne, déjà remplir une page, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Donc, voilà, l'idée, moi, je donne une page parce que vraiment d'aller à minima jusqu'à une page pour aller au-delà de j'ai une réunion, ça me fait peur. Voilà, j'ai mon nouveau chef, ça me fait peur. Vraiment aller au-delà et de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui me fait peur concrètement? Pourquoi? Et alors, donc là, dans cette étape, on prend vraiment une situation en particulier. On ne prend pas sa vie au sens large et puis qu'est-ce qui me traverse. C'est vraiment par rapport à quelque chose qui, là, génère la plus grosse des émotions pour nous. Les deux, les deux sont possibles, mais je dirais que pour commencer, moi, je pense que le mieux, déjà, c'est de le faire, cet exercice. Et souvent, pour commencer, les personnes ont vraiment une situation en tête. Et ça peut être, par exemple, le sommeil. Ça peut être dormir ce soir. Qu'est-ce que je pense à propos de dormir ce soir ou la nuit, je sais pas, ou le fait que justement j'ai eu une insomnie cette nuit, qu'est-ce que je pense de tout ça, etc. Donc, voilà, moi je recommande pour commencer de prendre plutôt un sujet, ça permet justement de contraindre et peut-être pas justement d'aller jusqu'au carnet à remplir. Ok, donc du coup, étape numéro 2. Donc étape numéro 2, ça va être vraiment de pouvoir relire ces phrases, tout simplement. Donc de prendre une grande inspiration et puis de relire ces phrases et d'essayer de déterminer comment chaque phrase vous fait vous sentir, pour essayer vraiment de relier, de comprendre ce jeu, de comprendre, on va dire, corporellement ce jeu de une pensée égale une émotion. J'ai une pensée et c'est ça ou pas qui va me générer du stress. Et donc l'idée, ça va être de prendre conscience justement de pouvoir entourer, identifier dans toute cette liste de phrases que vous aurez, quelles sont là ou les phrases majeures quand vous les lisez, pour lesquelles vous ressentez corporellement un pic, une montée de stress. Et une fois que vous avez pu identifier ces 2-3 pensées, l'idée, ça va être de vous formuler clairement, et c'est la dernière étape, de vous formuler clairement la cause de votre stress et de vous dire, je ressens une émotion de stress ou je ressens du stress parce que je pense, je dois dormir ce soir à 22h. Je ressens une émotion de stress parce que je me dis, je n'arriverai jamais à dormir à 22h, ce sera encore la même chose. Donc voilà, vraiment réussir à identifier clairement et se dire, c'est pas le fait que j'aille me coucher qui me crée mon stress, c'est parce que je me dis, je n'arriverai pas à dormir. Et donc, pour vous donner un exemple, moi, j'avais fait cet exercice, j'avais guidé une cliente qui avait remarqué que tous les dimanches soirs, elle avait du mal à s'endormir. Tous les dimanches soirs, elle ressentait vraiment un stress qui faisait que, en particulier, ces nuits du dimanche soir étaient compliquées. Donc, j'ai pu la guider à travers cette purge de pensée. Au début, c'était des pensées de type, bah oui, c'est le lendemain, c'est le début de la semaine, j'ai une boule en ventre le dimanche soir,
il y a trop de choses à faire le dimanche soir, je peux jamais me reposer, c'est toujours déprimant le dimanche soir, etc. Et puis, elle a dit une pensée aussi qui était « je dois me remettre à fond dans le rythme ». Tous les dimanches soirs, je dois me remettre à fond dans le rythme. Et finalement, c'était cette pensée qui, pour elle, générait une forte émotion de stress. Le fait de penser « je dois me remettre à fond dans le rythme », c'est ça qui faisait que ça générait du stress et qu'elle était finalement maintenue en éveil. Et donc, l'idée, c'est que quand on comprend en fait la cause déjà d'un problème, on va être 1 million de fois plus à même et armé pour le résoudre. Et donc, l'idée, après, ça va être d'essayer de donner des petits coups de marteau dans cette pensée, d'essayer de la questionner, de la voir sous un autre angle. Elle a pu arriver petit à petit à se dire que le dimanche soir, elle pouvait choisir son rythme et que c'était elle et elle seule qui choisissait son rythme du dimanche soir. Et ça a pu, au fur et à mesure, créer plus d'apaisement ces soirs-là en particulier pour elle. Ce que j'aime beaucoup là dans ce que tu nous dis, Colline, c'est que ça paraît à la fois très simple ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses extraordinaires qui nous dépasseraient intellectuellement, et à la fois c'est très puissant parce que ça vient toucher des schémas mentaux, enfin neuronaux, qui sont là, comme tu le disais tout à l'heure, depuis l'enfance. Et donc en fait, c'est pas forcément parce que c'est dur de faire l'exercice d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue d'outils ou de stratégie, mais c'est dur parce qu'en fait, notre cerveau, il fonctionne comme ça depuis des décennies, selon l'âge à laquelle on démarre ce process-là. Et du coup, simplement le fait de venir lui dire il va falloir fonctionner différemment, c'est très stressant pour lui et ça peut générer beaucoup d'inquiétudes aussi et puis parfois des blocages. Mais c'est pas l'outil ou c'est pas les choses à faire qui vont être dures, c'est plus que mettre le doigt sur ce qu'il y a et puis après reformuler différemment. Et ça, j'ai l'impression que c'est ce que tu nous dis là, c'est comme ça que je le ressens et j'ai l'impression que c'est très puissant. Tout à fait, en fait c'est simple, mais c'est pas facile. J'adore. Alors là, voilà. tu dis quelque chose qui résonne beaucoup en moi. Voilà, et c'est super, ça a le mérite d'être simple, mais pour vraiment l'intégrer, c'est pour ça que c'est bien d'être guidé au début par une coach, mais très vite, en fait, ce mécanisme, on peut vraiment l'adopter pour soi et devenir autonome. Moi, c'est vraiment mon objectif pour les personnes que j'accompagne, qu'après, ce soit des outils qu'elles puissent garder à vie et dans chaque situation, qu'elles puissent identifier la cause, etc. Donc, et quand tu disais... c'est pas évident parce que c'est des choses qu'on a depuis l'enfance et qu'on dit il va falloir que je fasse autrement, mais justement on n'est pas dans cet objectif de il va falloir que je pense autrement, c'est d'y aller par étapes en essayant de percevoir l'impact que cette pensée a sur moi. Quand je choisis de penser je dois me remettre à fond dans le rythme, c'est ça qui crée du stress pour moi et ça me fait agir d'une telle façon. Et est-ce que c'est quelque chose que je veux pour moi? Est-ce que ça m'est utile? Et donc en fait on va choisir de s'en détacher, j'ai envie de dire avec compassion, avec bienveillance. On ne va pas être en lutte à se dire c'est horrible, mais pourquoi je pense ça? Mais bien sûr, il ne faut pas du tout. Parce que ça marche pas, en fait. Il faut y aller vraiment avec étapes. Et parfois, on a envie de sauter les étapes parce qu'on se dit, mais ça ne me va pas de penser ça, il faut que je pense autre chose. Mais en fait, c'est vraiment petit à petit. En fait, tu veux dire que ça s'impose, en fait. Ça s'impose, ça coule de source à un moment donné, à partir du moment où, justement, on n'a pas brûlé les étapes et qu'on y a été petit à petit. Exactement. Ouais. Mais je pense que certaines personnes, peut-être que là, ça va parler à certaines ou certains qui nous écoutent, mais certaines personnes dans nos entourages sont très forts pour ça. Par exemple, quand on dit oh là, je suis inquiète pour ci et je suis inquiète pour ça, et puis ils vont dire mais pourquoi? Alors on reformule, oui, mais pourquoi en fait? Pourquoi exactement? Et puis au bout de 5-6 questions, on sent que le pourquoi, ils viennent nous chercher. Il y a un truc là. Il y a un truc. Et pourtant, la personne, elle a juste rien fait. Elle a juste demandé pourquoi. Et j'ai l'impression qu'alors, avec beaucoup plus de subtilité et puis des choses très suivies, c'est ce que tu fais. En fait, tu viens chercher la personne là où, de façon générale, on a tendance à mettre un petit peu un voile parce qu'on sait que c'est inconfortable. Exactement. Et du coup, ça suscite une question là pour moi. C'est qu'en fait, là, tout ce que tu nous dis, je pense que pour certaines personnes, c'est très inconfortable de se dire, parce que finalement, quand on fonctionne pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, d'une certaine façon, on devient confortable dans notre inconfort, en fait. C'est vraiment une stratégie de défense que notre cerveau il a eu à un moment donné. Et de fonctionner différemment, ça demande beaucoup d'énergie. À un moment donné, faire appel à, par exemple, une coach comme toi,
ça demande beaucoup d'énergie. On sait qu'on va devoir donner de l'énergie et comme tu le disais, comme on est en stress permanent, on peut déjà ne plus en avoir beaucoup d'énergie. Quel est selon toi le déclencheur en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir passer le cap et pas procrastiner pendant encore les 6 prochains mois ou les 6 prochaines années, et vraiment se dire ok, là c'est maintenant, je prends ma gestion des émotions en main. Alors, je dirais, une première chose, c'est de croire que déjà, c'est possible de faire différemment. Parce que souvent, on est bloqué effectivement dans ces schémas dont tu parles. Et puis, on se dit que on est comme ça. On est comme ça. Et donc, de toute façon, j'ai essayé plein de trucs. Et donc, c'est plus possible, ça ne marchera pas pour moi. Donc, déjà, il y a juste cette petite fenêtre ouverte de se dire, ah, peut-être qu'il y a une méthode qui peut m'aller pour moi. Donc, déjà, avoir toujours cette croyance-là. Et puis, l'autre chose, c'est, en fait, tout est une question d'équilibre. Comme tu le disais, certes, c'est peut-être inconfortable, mais il y a un côté de confort dans cet inconfort, finalement. Donc, c'est de voir à quel moment la balance, elle va trop loin et l'inconfort, il est trop lourd. Et donc, pour moi, je sais que j'avais toujours cette volonté de chercher d'autres méthodes parce que je me disais qu'il y avait quelque chose, je me disais que c'était possible, d'une part. Et d'autre part, je me disais que j'avais pas envie, en fait, de continuer à ressentir ce stress. Et je pensais qu'il y avait une autre possibilité pour moi pour être capable d'exprimer mon plein potentiel sans ressentir ce stress qui, je trouvais, me freinait, en fait, c'est ça. Se sentir comme un frein et sentir que j'avais quand même cette lueur de me dire c'est possible que ce soit autrement. Et justement, comment ça se manifestait pour toi? Parce que si là, tu nous disais que malgré tout, toi en tout cas, en ce qui te concerne, tu le cachais, mais c'est le cas de beaucoup de personnes où justement, comme on n'est pas dans l'accueil de tout ça et qu'on ne veut pas que les autres nous voient stressés, on va mettre un masque. Alors même si des masques, on en met tout le temps, nous sommes des êtres sociaux avec, je pense, une sacrée palette de masques en fonction de la famille, des amis, du travail, etc. Mais là, le fait de porter certains masques, c'est plus pesant et c'est plus énergivore, justement. À un moment donné, comment toi tu t'es dit ce masque-là, ça suffit plus et ce qu'il y a derrière, c'est trop important parce que de l'extérieur, ça semblait suffire. Et qu'est-ce qui fait que toi, tu ne t'en es pas contentée? Parce que tout simplement, ça me prenait vraiment trop d'énergie. Quand tu disais oui, faire un travail avec, que ce soit une coach ou n'importe quel travail sur soi, ça demande de l'énergie. Mais certes, ça demande de l'énergie, mais ne pas le faire, ça demande aussi beaucoup d'énergie. Donc, quelle énergie tu préfères? Moi, j'ai préféré investir mon énergie, parce que je vois comme une ressource, d'investir mon énergie dans un travail sur moi plutôt que de l'investir à essayer de colmater, on va dire, les brèches et d'être dans cet inconfort que je voulais plus. Et puis j'aime bien le terme que tu as utilisé de libérer son potentiel. Et je pense que c'est là aussi où justement le sommeil est vraiment à la croisée en tout cas, c'est vraiment à la croisée de nos deux activités à toi et moi. Parce que on ne peut pas être en pleine possession de ses moyens lorsque justement on dépense son énergie pour mettre ce masque-là ou pour fonctionner autrement. Et puis également quand du coup le stress fait que le sommeil il est bancal. Parce que le sommeil, le manque de sommeil, la dette de sommeil va avoir des répercussions énormes sur la capacité de notre cerveau à fonctionner, mais aussi de notre corps. Alors, je ne vais pas dire à court terme, mais à moyen, long terme. Et puis, sur des aspects qu'on imagine peu, par exemple sur le système immunitaire, ou sur des choses qui se mettent en place, et on ne peut pas être en pleine possession de ses moyens. Et c'est ce que toi, tu dis aussi là, par rapport à tout ça. Donc, le fait de prendre en main sa gestion des émotions, c'est exponentiel, j'imagine, dans ce qui suit. Est-ce que toi, tu l'as ressenti comme ça? Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens en fait beaucoup plus en contrôle. Avant, j'avais l'impression vraiment de subir mon stress, d'être impuissante et que ma seule action, c'était de pouvoir le cacher, justement. Et là, plus du tout. Je suis vraiment dans une logique de compréhension, d'ouverture aussi, parce que, comme je disais, c'est pas que je ressens plus de stress et c'est pas ça l'objectif, ou c'est pas que j'ai plus de pensées stressantes et c'est pas ça l'objectif, mais vraiment l'objectif c'est d'apporter plus de conscience et c'est ça que je fais au quotidien. Donc je fais ces exercices moi-même de purge de pensée au quotidien, d'accueil de mes émotions et je pourrais vous expliquer rapidement les petites étapes aussi sur cet accueil de mes émotions. Donc c'est des outils que j'utilise au quotidien, ça me prend 5-10 minutes, mais c'est ça qui me permet en fait de pouvoir gérer mon stress et ne plus souffrir d'effets secondaires liés à mes réactions un peu autopilote ou à ma résistance que j'avais avant au stress. Et est-ce que justement cette sensation de contrôle, elle s'accompagne pas
d'un complet lâcher-prise. J'ai l'impression, en fait, ces deux termes, à la fois ils s'opposent et à la fois ils vont ensemble. J'ai l'impression que quand on met beaucoup plus de conscience, en fait, on est beaucoup plus dans le lâcher-prise. C'est comme ça que je l'ai vécu, parce que bien sûr, ce que tu dis là, ça me parle à 100%. Même si on n'a pas le même parcours, c'est quelque chose vraiment que je ressentais de façon très, très forte et qui a beaucoup impacté mon sommeil, bien évidemment, pendant très longtemps. Ce stress-là est carrément à faire des crises d'angoisse, donc vraiment quelque chose de très marqué aussi dans différentes situations. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à mettre de la conscience sur certaines choses, à utiliser certains outils et à sortir de je dois lutter contre mon stress, eh bien moi j'ai ressenti un énorme lâcher-prise. En fait, le fait de ne pas devoir justement contrôler ça, ça m'a permis d'être dans un lâcher-prise et de dire ok, en fait, peu importe ce qui se passe, tout est ok. Est-ce que ça colle? Est-ce que ça fait sens par rapport à ce que toi tu nous disais derrière ce terme de contrôle? Oui, complètement. Je trouve que à partir du moment où on comprend mieux comment est créé son stress et on a des outils pour le gérer, et bien en fait on a moins peur de le ressentir et donc on s'interdit moins de faire des choses. Donc c'est en ça que moi je l'entends, le lâcher prise, c'est que on est plus ouverte à faire des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses, parce que oui, au pire peut-être qu'on se sentira stressé, mais on sait qu'on peut tout à fait supporter une émotion de stress parce qu'on sait accueillir notre émotion sans y résister, on sait comprendre, identifier les pensées qu'il y a derrière. Donc, c'est en ça que je vois le lâcher prise et aussi exprimer son plein potentiel, c'est qu'on s'interdit moins de faire des choses qu'on pouvait s'interdire avant, de peur d'être stressé, de peur de ne pas pouvoir gérer ce stress, etc. Oui, tout comme ne pas avoir peur d'être fatigué le matin. Et ça, c'est vraiment un gros, gros sujet et qui génère beaucoup de stress la veille au coucher. Tout Le à fait de fait. dire, je vais être fatiguée le lendemain matin. Et c'est vrai que c'est un gros travail qu'on peut faire aussi, moi, que je fais avec les personnes que j'accompagne, à savoir qu'est-ce qui se passe pour vous le matin lorsque vous êtes fatigué. Et comment on gère ça. Et j'ai l'impression que c'est très similaire dans la démarche à ce que toi, tu proposes sur le stress au sens plus global. Tu voulais, Colline, nous partager un dernier outil? Parce que je Oui, vois le temps qui défile, je sais que tu as un impératif par la suite, je ne voudrais pas te retenir. oui, je trouvais que c'était peut-être intéressant de vous détailler les trois étapes de l'outil et la compétence que j'appelle l'accueil des émotions. Et ça, c'est un outil qui est vraiment à utiliser à deux moments, c'est-à-dire soit en journée quand vous ressentez du stress, soit aussi justement la nuit quand vous êtes dans des insomnies et que vous sentez que ça bouillonne un peu dans votre corps, mais vous savez pas trop faire le tri dans ce qui se passe. Donc, la première étape, ça va être de nommer votre émotion. Donc, de concrètement vous dire, je ressens une émotion de stress, de se le dire à soi-même dans notre tête. Je ressens une émotion de stress, je ressens des vibrations de stress. Et je fais bien cette distinction, je dis pas je suis stressée. Je fais bien la distinction parce que dire je suis stressée, c'est se confondre avec notre émotion. On a l'impression que je suis une personne stressée, alors que non. Ce qui se passe, c'est que ici et maintenant, je ressens une vibration de stress. Donc, nommer cette émotion, et les études ont montré que rien que le fait de mettre des mots sur ce bouillonnement qu'on peut ressentir, rien que ça permet déjà de pouvoir faire un petit apaisement. Donc, je nomme, je ressens une émotion de stress. La deuxième étape, ça va être vraiment éventuellement de fermer les yeux ou pas, mais d'apporter de la conscience et de regarder comment ça se passe dans notre corps. Donc, d'observer ce que ces vibrations de stress font dans votre corps. Et donc, de pouvoir se dire, ah oui, tiens, je ressens que c'est au niveau de ma nuque, au niveau de mon ventre, de l'observer un peu pour ceux qui pratiquent la méditation, de la même façon que quand on a une démangeaison, quand on médite, le protocole, c'est d'essayer de ne pas se gratter, ne pas faire l'action de se gratter, mais avec notre conscience d'aller un peu, entre guillemets, éclairer, délimiter la circonférence de l'endroit où ça nous gratte, et de laisser notre conscience ici, à cet endroit-là. Et puis, petit à petit, on observe que la zone, elle se réduit et que la zone, elle disparaît. Et on ne s'est pas gratté. Et c'est la même chose avec le stress, c'est-à-dire d'apporter notre conscience vers les endroits de notre corps où on ressent ce stress. Et petit à petit, sans vouloir qu'elle parte, mais petit à petit, on va observer que ça bouge, ça diminue et ça disparaît. Donc, on se rend compte que c'est transitoire. Donc ça, c'est la deuxième étape vraiment d'observation. Et la troisième étape, ça, c'est plutôt si vous êtes en journée, c'est de prendre un petit carnet et de pouvoir écrire
ce que le stress, quelles sensations vous avez de ces vibrations de stress concrètement, et de le décrire, j'aime bien dire, le décrire comme si vous le décriviez à un martien, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une émotion. Donc, vous n'allez pas simplement lui dire « je ressens du stress, c'est horrible ». Vous allez décrire concrètement, voilà, je ressens une pression au niveau de ma gorge, et vous allez essayer d'être le plus précis possible, de dire « ok, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est mou, est-ce que ça a une forme, est-ce que ça a une taille, est-ce que ça bouge, est-ce que ça vibre, etc. » Donc, d'essayer d'être très précis. Et ensuite, l'idée, c'est de relire ces phrases, c'est la description concrète et rationnelle de vos sensations. Et souvent, quand on relit ça, eh bien, on se rend compte que c'est pas grand-chose et qu'on est tout à fait capable de le supporter et que c'est tout à fait vivable, et que souvent, d'ailleurs, on sait même pas vraiment où ça se passe, le stress dans notre corps, parce que ce qu'on ressent du stress, c'est plutôt notre résistance au stress. C'est plutôt le fait justement d'essayer de lutter et de faire en sorte qu'il se développe pas dans notre corps. Donc là, d'être capable de dire oui, comme on disait tout à l'heure, de dire oui à l'émotion de stress et de regarder concrètement qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Donc voilà, c'est ça les 3 étapes. C'est simple aussi, et je vous invite vraiment à l'essayer, peut-être d'anticiper le fait que peut-être cette nuit, si vous avez des insomnies ou aujourd'hui, si vous ressentez une émotion de stress, essayez de faire cette étape, de nommer l'émotion, de l'observer dans votre corps et peut-être de la décrire sur un carnet. Donc, l'idée, c'est de commencer petit, pas de se dire, OK, à partir de maintenant, j'accueille toutes mes émotions, mais d'essayer, voilà, une fois, peut-être 10 secondes, même 20 secondes, une première fois pour voir un petit peu quel bénéfice vous en tirez. C'est très clair, ok. Merci Colline. Merci pour ces explications et pour les outils aussi très concrets là, que tu viens de nous partager sur toute cette heure qu'on vient de passer ensemble. Est-ce que pour conclure, tu souhaites nous dire 2 mots des accompagnements que toi tu proposes? Comment ça se passe un accompagnement avec toi, et puis où est-ce qu'on te retrouve? Là, quelqu'un qui nous écoute et qui se dit bah voilà, c'est exactement le coup de pouce qu'il me fallait dans ma vie. Il t'appelle, il fait un mail, la personne qu'est-ce qu'elle fait et puis qu'est-ce qui l'attend? Alors, qu'est-ce qui l'attend? C'est un programme guidé de 3 mois dans lequel il y a donc des sessions de coaching individuel. Dans chaque session, il va y avoir donc un accompagnement guidé à travers des questionnements personnalisés en fonction des situations de la personne. Il va y avoir donc aussi des enseignements, des concepts. Et puis, je disais, donc entre chaque session, des fiches concepts qui sont envoyées, des échanges par mail en fonction des problématiques et vraiment des outils concrets, des exercices d'application. Donc ça, c'est le programme. Et comment me retrouver? Eh bien, ça peut être par mail, ça peut être sur mon site internet. Donc, je te donnerai tous les liens pour que peut-être tu puisses les mettre dans les notes de l'épisode. Dans la description. Très bien, super. Et donc là, sur les 3 mois, la personne, donc ça se fait par Zoom, en visio, ou alors oui. C'est pas en cabinet. Enfin, c'est vraiment, ça peut être partout en France, je veux dire, ou en francophonie. Ça peut être partout en France, effectivement, et c'est en visio sur Zoom, tout à fait. Et donc là, il y a combien d'échanges en visio sur combien de temps en tout que tu passes avec la personne, en plus des mails et puis du soutien, j'ai envie de dire, que tu peux apporter? Donc, sur ces 3 mois, on a 9 séances, donc personnalisées en visio, d'une durée entre 45 minutes et 1 heure, voilà, en fonction des séances. D'accord, ok. C'est possible de te contacter et puis de se dire, bah voilà, on fait déjà un point ensemble pour voir si ça me convient, un petit peu comme un espèce de rendez-vous, de prise de contact avant de se lancer. Ça, c'est possible, tu proposes? Tout à fait, et je pourrais te mettre aussi le lien. Je propose effectivement des sessions de découverte de 30 minutes pour pouvoir échanger et évaluer ensemble si ce programme et cette approche de coaching pourraient bénéficier à la personne. Tout à fait. Merci Colline, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé aujourd'hui. C'était vraiment très enrichissant de parler de ça, de parler de cette méthode, d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on entend derrière le mot stress ou anxiété, de voir qu'il y a des solutions, qu'il faut effectivement se persuader de ça, y croire pour se donner tous les moyens après de réussir et de ne pas procrastiner trop les prises de l'action qu'on peut faire pour se sentir mieux et puis libérer son potentiel, comme tu le dis. C'est vrai pour les émotions, c'est vrai pour le sommeil. Donc, merci de nous avoir permis de parler de tout ça aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu.
À bientôt. Au revoir, Colline. Cet épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode avec Colline vous aura apporté un maximum de pistes à explorer, un maximum de clés. Et puis la découverte peut-être de cette méthode à laquelle Colline s'est formée et avec laquelle elle peut vous accompagner si vous le souhaitez. Vous pouvez retrouver Colline sur les réseaux et sur Internet. Je vais vous mettre bien sûr tous les liens en description de cet épisode. Et puis comme d'habitude, si le contenu que je vous propose sur Insomnie hors de mon lit vous plaît, eh bien je vous invite à soutenir mon travail juste en faisant un petit clic, un partage, une étoile. Ça m'aide beaucoup, ça aide le podcast à être mieux référencé et puis justement aussi à avoir un maximum de crédibilité pour vous proposer les meilleurs invités dans leur domaine. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et puis à bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.